Bonjour Montpellier. Merci à vous toutes et tous d'être venus nombreuses et nombreux à ce meeting de la France Insoumise pour lancer la campagne pour la 6e République. Je suis ravie aujourd'hui de tenir ce meeting avec mes collègues Pierre-Yves Cadalin et Manuel Bompard, parce qu'on est tout le temps ensemble à mener les batailles à l'Assemblée nationale, mais on est content aussi de se retrouver dans ce qui est notre campagne permanente, et ici la campagne pour la 6e République. Un grand merci aux militantes et aux militants, aux bénévoles aujourd'hui, aux services d'ordre, aux équipes techniques. Merci à la librairie L'Opuscule qui met à disposition un grand nombre de livres de qualité que je vous recommande d'aller consulter et acheter. Un grand merci à René Revol, maire de Grabel, d'être ici. À Livia Jampy qui anime ce meeting et un mot particulier aux jeunes insoumises et insoumis de Montpellier qui ne chôment pas et font du bon boulot militant à Montpellier. Alors ce meeting, il s'inscrit dans un contexte, notamment un contexte international de tensions accrues, dont je veux dire un mot, parce que notamment le peuple est tenu éloigné quand il s'agit d'engager la France d'une manière ou d'une autre dans le monde. C'est par exemple l'absence de consultation du Parlement, comme nous le demandons à la France Insoumise, quand la France et l'Europe s'apprêtent à signer des traités de libre-échange qui accélèrent le dérèglement climatique. C'est le fait que le président de la République seul peut engager le pays, par exemple dans une guerre, parce que c'est ainsi qu'est faite la Constitution de la 5e République. Et nous sommes dans un contexte international dans lequel il y a un durcissement des rapports de force et dans lequel l'Europe est en train de regarder passer le train de l'histoire. L'élection de Trump aux États-Unis marque une accélération de la recherche d'hégémonie par les États-Unis d'Amérique. Alors, je reviens de 3 jours à Washington dans le cadre d'un déplacement d'une délégation de la Commission des Affaires étrangères. Et dans le cadre de ce déplacement, on a rencontré notamment des élus démocrates, un grand nombre d'élus républicains et des personnels de l'administration Trump. Et en fait, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas quel est le projet trumpiste. Il est très clair, il ne s'en cache pas du tout. L'objectif principal des États-Unis de Trump, c'est de défendre d'abord et uniquement les intérêts des États-Unis. C'est ce qu'ils appellent « America First ». Ils le revendiquent, c'est leur slogan. Et ce n'est pas nouveau. L'IRA de Joe Biden, ce qui était l'Inflation Reduction Act, n'était pas autre chose qu'un grand plan de protectionnisme fait pour booster l'économie nord-américaine dans une vision où l'Europe constitue un potentiel concurrent. Et nous l'avions dit. Nous avions dit déjà, attention, il y a un tournant qui est pris. L'atlantisme dans lequel nous nous trouvons nous mènera potentiellement dans une impasse. Et dans cette reconfiguration, ou cette accélération de la reconfiguration, les États-Unis veulent se concentrer sur la guerre contre la Chine. Ils le disent, ils l'annoncent, ils le font. Ça veut dire, par exemple, que pour eux, il faut cesser la guerre en Ukraine le plus vite possible pour refermer ce chapitre. Et ça veut dire que Trump négocie directement avec Poutine sans les dirigeants européens. Alors, ils ont invité Zelensky au bout d'un moment, lorsqu'ils avaient déjà commencé les discussions, mais c'est tout. Il n'y a pas les dirigeants des autres pays d'Europe. Donc ça veut dire que ces négociations, potentiellement, se font aux conditions de Poutine. Alors, les mêmes qui nous ont traités de pro-russes, quand nous disions à la France Insoumise que l'Europe, et à défaut la France, devait prendre les devants pour mener les négociations pour la paix, au lieu d'encourager l'escalade militaire contre la Russie, les mêmes sont très silencieux actuellement. C'est-à-dire qu'on ne les entend plus. Quand on dit que Trump négocie potentiellement aux conditions de Poutine, ça veut dire qu'il ne s'agit plus de parler du franchissement des frontières, des territoires annexés, et que tous ceux qui devaient faire les grands principes, les valeurs de l'Europe, ces mêmes-là, qui ont passé leur temps à nous insulter, ne disent plus rien aujourd'hui. Les atlantistes sont complètement paralysés, ils sont sous le choc. D'ailleurs, c'est la stratégie qui a été théorisée par les Trumpistes eux-mêmes, ils appellent ça « shock and awe », comme il faut dire en américain, AWE. C'était le nom de la stratégie lorsque la guerre était menée en Irak, c'est-à-dire de frapper fort, vite, pour mettre dans un état de stupéfaction l'ennemi.
Donc, effectivement, les gens sont stupéfaits aux États-Unis, les démocrates sont éparpillés façon puzzle, ne savent plus comment s'y prendre, mais c'est le cas des dirigeants européens aussi, et des atlantistes en particulier, qui donc s'apprêtent à suivre encore les États-Unis parce qu'ils sont incapables de penser autrement que dans les cadres qui se sont toujours fixés, c'est-à-dire de penser en inféodé aux États-Unis. Nous avions prévenu que l'atlantisme était une impasse et que pire, cela nous plaçait dans une situation de vassalisation. Et toutes les démonstrations sont là, qu'il faut sortir de la relation déséquilibrée avec les États-Unis, qu'il faut sortir de l'OTAN et retrouver une boussole vers la souveraineté, vers la maîtrise des décisions stratégiques. Et d'autant plus que Trump a passé une commande. Il a passé une commande aux dirigeants européens. Il nous a demandé d'augmenter à hauteur de 5% de notre PIB notre investissement dans l'armement. Ça n'a pas d'autre résultat de faire ça que d'augmenter notre dépendance financière, militaire, stratégique envers les États-Unis. C'est ça que ça aura comme résultat, pas autre chose. Et par exemple, le Danemark se dit prêt à commander des F-35, ces avions pilotables uniquement depuis les États-Unis, dans le même temps où les États-Unis menacent le Groenland, territoire danois. Ce n'est pas vrai qu'on peut acheter son agresseur. C'est une stratégie vouée à l'échec. On renforce son agresseur avec de telles décisions. Et non, l'Europe n'est pas un pilier de l'OTAN quand elle se soumet de la sorte. Et nous, évidemment, nous nous inscrivons en contradiction et en opposition avec cette stratégie-là. Ensuite, la politique des États-Unis de Trump, c'est le soutien affiché, revendiqué à Netanyahou dans le total mépris pour le génocide qui a lieu à Gaza. La proposition de Trump de transformer Gaza en Riviera du Proche-Orient, ce qui revient à expulser plus de 2 millions de Palestiniens de Gaza. C'était pas juste une provocation gratuite, parce que souvent les déclarations de Trump sont traitées sous le prisme de « c'est un incompétent, il ne sait pas de quoi il parle, il est provocateur ». Non, c'est une stratégie assumée. Il se fait le relais de ceux qui, en Israël, théorisent le transfert de ces populations, c'est-à-dire leur nettoyage ethnique. Et c'est peut-être la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'un chef d'État d'une grande puissance mondiale, qui plus est, se fait le relais, ouvertement, de ce qui n'est pas autre chose qu'un crime contre l'humanité dans le droit international. Et dans ces rencontres que nous avons faites, un des élus républicains que nous avons rencontré, à qui je faisais part de notre grande inquiétude vis-à-vis de cet alignement avec la politique génocidaire de Netanyahou, me répond « Mais s'il faut doubler, tripler, quadrupler l'aide à Israël, nous le ferons ». Ben voilà, au moins c'est très clair, le projet est très clair. Et moi je suis fière de lui avoir rappelé que, y compris dans son pays, des manifestations immenses ont lieu contre la politique de Netanyahou, pour le peuple palestinien et contre le génocide. Et que contrairement à ceux qui racontent... Parce que la propagande des Trumpistes, c'est de dire « nous avons un mandat populaire, nous avons écrasé l'élection et donc nous pouvons mener la politique que nous menons parce que nous avons ce mandat-là ». Et je leur ai dit non, manifestement, vous n'avez pas de mandat pour cette politique-là, vu les manifestations que vous avez dans votre pays, comme dans le nôtre d'ailleurs en France. Et c'est dans ce contexte que Jordan Bardella affiche son soutien aux génocidaires en Israël, que 4 députés macronistes, dont un ancien Premier ministre, se prennent en photo pour revendiquer leur soutien à la politique et à l'armée de Netanyahou. C'est dans ce contexte-là que le maire de Montpellier, Michael Delafosse, co-signe une tribune avec Carole Delga, Manuel Valls, Aurore Berger, à l'initiative du collectif Nous Vivrons, pour que l'antisionisme ne serve plus de prétexte à l'antisémitisme, ce qui revient à criminaliser les critiques du régime de Netanyahou, à faire taire les voix nombreuses qui s'élèvent contre le génocide. Et moi je dis, je soutiens et je dis bravo aux associations et aux collectifs à Montpellier qui, encore là, tous les samedis, organisent les manifestations. BDS, AFPS, Libre Pensée, UJFP. Et je pense aux Palestiniens, aux Palestiniennes, aux Libanais, aux Libanaises, qui sont à nouveau sous les bombes et les tirs de l'armée de Netanyahou, qui a violé le cessez-le-feu dans l'indifférence des puissances dites occidentales. Et nous n'aurons de cesse à la France insoumise de défendre le droit international.
en Ukraine, dans les territoires palestiniens, en République démocratique du Congo. Nous n'avons aucun intérêt à nous aligner avec un pays comme les États-Unis qui se moquent que le droit international ne soit pas respecté tant que cela revient à défendre leurs intérêts propres. Notre intérêt, l'intérêt du peuple français, c'est celui de l'humanité. Nous sommes résolument et constamment le camp des antiracistes, des antifascistes, des féministes, de la paix. Et il faut rappeler que le projet de Trump, le projet des États-Unis, c'est aussi un projet raciste, suprémaciste, viriliste. C'est le mépris pour les droits humains dans la manière dont ils conduisent les réfugiés clandestins à la frontière, mais en ne respectant même pas leur propre constitution. Vous avez entendu parler peut-être de ces migrants vénézuéliens amenés dans des prisons de haute sécurité au Salvador, c'est-à-dire qu'ils y seront maltraités, torturés, et ça c'est encouragé par l'administration Trump. C'est le soutien à Orban en Hongrie, parce qu'ils sélectionnent qui c'est qu'ils vont soutenir comme dirigeants européens. Ils ont choisi lesquels leur conviennent. Le projet d'Orban, qui méprise les droits humains en Hongrie, leur va très bien. Et c'est le projet porté au nom, comme me disait un autre élu républicain que nous avons rencontré, et qui encore une fois est très transparent, c'est le projet porté au nom de la civilisation occidentale chrétienne, c'est-à-dire pas autre chose que la mise en œuvre de la théorie du choc des civilisations, qui est une guerre de l'humanité contre l'humanité. Et nous ne pouvons pas, nous, soutenir cela. Et c'est évidemment ce que font aussi les Trumpistes, c'est d'organiser les extrêmes droites dans le monde. Comme on a vu avec ce meeting dans lequel se trouvait Jordan Bardella, où Steve Bannon a fait un salut nazi. La honte, la honte. Et pendant ce temps, quels sont les projets de loi, les sujets portés par les macronistes en France? Port du voile dans le sport, lutte contre le narcotrafic, ce qui sert de prétexte à une énième campagne sécuritaire, par exemple, augmentation de la durée des détentions provisoires, expulsion locative, fermeture de commerce. Il faudra expliquer en quoi ça permet de lutter contre le narcotrafic. Toutes sortes de mesures, soit dit en passant, applaudies par le maire de Montpellier, qui disait dans une autre tribune, dans le Figaro, que pour être de gauche, il faut courir après Retailleau, Darmanin et l'extrême droite. C'est ce qu'il dit. Or, lui et son équipe, qui ont salué les opérations Place Nette, qui ont lieu encore aujourd'hui à Montpellier, par exemple, qui donc rentrent dans la propagande gouvernementale, qui jamais ne fait le bilan, en fait, des 50 précédentes campagnes sécuritaires, médiatiques, politiques, eh bien, ne disent pas que malgré le nombre d'opérations Place Nette qui ont lieu, par exemple, à Plan-Cabane, Cité-Gély, etc., le trafic existe encore à Montpellier. Donc c'est bien le constat de l'inefficacité de ces campagnes médiatiques inefficaces. Nous, par exemple, nous disons qu'il faut créer 5000 postes dans la police judiciaire. Parce que ça suffit de s'attaquer toujours au bas du panier, aux petits trafiquants. Ça ne permet jamais de démanteler les réseaux. En fait, tout ça sert les campagnes de propagande. On a l'impression que M. Darmanin fait beaucoup de choses. On a l'impression que le maire de Montpellier fait beaucoup de choses. Mais en fait, on ne s'attaque jamais au haut du panier. Et 5000 postes dans la police judiciaire, ce sont précisément des spécialistes qui peuvent permettre d'enquêter efficacement et de démanteler ces grands réseaux. Donc voilà l'ambiance politique dans le pays qui ne sert pas à autre chose qu'à faire diversion pendant que tous les rapports de force dans le monde sont en train de bouger, le train de l'histoire est en train de passer et nous ne sommes toujours pas montés dedans. La 6e République, dans ce contexte-là, vise à redonner le pouvoir au peuple, à refonder les institutions, à changer les règles du jeu. Il n'y a pas de majorité, par exemple, pour le soutien affiché par les macronistes à la politique de Netanyahou. De la même façon qu'il n'y a pas de majorité pour criminaliser les manifestantes et les manifestants de Montpellier qui dénoncent le génocide. Et à Montpellier, nous étions par exemple entre 3 et 5 000 à manifester contre le racisme le 22 mars. C'était un grand succès. Nous étions 5 000 à manifester le 8 mars pour les droits des femmes. Et le prochain rendez-vous sera le 1er mai, pour s'opposer à l'économie de guerre et pour dire que nous voulons une économie de la paix. Donc rendez-vous le 1er mai à Montpellier également.
Ainsi, redonner la parole au peuple, à la majorité, ça se fait du plus large au plus petit échelon. Dans les communes, on peut forger une nouvelle culture démocratique. Et d'ailleurs, on doit imaginer un système dans lequel les citoyennes, les citoyens interviennent directement dans la prise de décision, au-delà de l'élection de leurs représentantes et leurs représentants. Et c'est aussi dans les communes que s'inventera la 6e République. Alors j'en profite par parenthèse pour dire que la boîte des outils programmatiques a été mise en ligne sur le site de la France Insoumise et que la façon dont la 6e République s'invente ou se construit dans les communes est déclinée sur cette page que je vous invite à consulter. C'est par exemple la mise en place de conseils de quartiers citoyens de proximité, composés d'habitants et d'habitantes, en partie tirés au sort. Et je tiens à dire que, par exemple, René Revol, ici présent, à Grabel, a mis en place un conseil citoyen de la transition écologique. Donc cela est déjà expérimenté là où les insoumises et les insoumis sont au pouvoir dans les communes. Il a participé, il a fait en sorte que soit élaboré un atlas de la biodiversité communale. Le principe, c'est de répondre aux fortes pressions économiques et aux risques d'étalement urbain, et ainsi d'avoir une meilleure connaissance de la biodiversité pour préserver les espaces naturels. Et donc, le principe de ce Conseil citoyen de la transition écologique, c'est mettre en place un cadre démocratique qui implique les citoyennes et les citoyens dans la planification écologique. Et ce conseil, je pense que tu me dis, tu me fais signe si je me trompe, mais il est composé d'élus municipaux et de citoyens tirés au sort, ainsi que d'associations. On mêle ainsi toutes sortes d'experts, les premiers experts en fait de leur commune, que sont les habitantes, les habitants, les associations, qui fixent l'ordre du jour et avec l'appui des services municipaux, construisent un agenda écologique. Voilà ce qu'on peut faire, par exemple, pour mettre en place la 6e République dans les communes. Évidemment, cela va devoir s'accompagner aussi par la poursuite des campagnes locales d'inscription sur les listes électorales. Nous en avons mené un grand nombre, à Montpellier notamment, et ça a fonctionné. Beaucoup de personnes se sont inscrites et sont allées voter, par exemple, aux dernières élections européennes. Dans les quartiers populaires, notamment, on a observé une progression, que ce soit à La Paillade, à Petit-Bar, à Figuerolles, aux Cévennes, etc. On a observé une progression de la participation qui a accompagné une augmentation des inscriptions sur les listes électorales. Et cela a permis de porter haut la liste de l'Union populaire aux européennes, qui a fait 24%, première liste de gauche et première liste tout court à Montpellier. Et il va falloir que la jeunesse s'implique. Un habitant sur 5 à Montpellier est étudiant ou étudiante. Donc la jeunesse a un intérêt à s'impliquer dans les choix politiques de la ville où ils passent la majeure partie de leur temps. Et je tiens à féliciter les jeunes, les étudiantes, les étudiants qui mènent une campagne actuellement contre l'augmentation des loyers du Cours, parce que oui, c'est une grande injustice. Voilà donc toutes sortes d'objectifs qu'on peut se donner. Et avant de passer la parole à Pierre-Yves, j'aimerais finir par une citation. Alors j'ai réfléchi à qui est-ce que j'allais citer. Lorsque j'étais à Washington, on a fait, vous savez, c'est une ville où il y a beaucoup de mémoriaux, qui s'est construite sur la mémoire des grands personnages qui ont participé à construire l'histoire de Washington et des États-Unis. Il y a un mémorial qui m'a particulièrement marqué, c'est celui de Martin Luther King. Et Martin Luther King, en 1967, il a donné un sermon, parce qu'il était pasteur. Il a donné un sermon contre la guerre au Vietnam à New York. Il s'était fait connaître déjà pendant la première décennie dans la lutte pour les droits civiques. Il s'était fait connaître en particulier pour cette lutte pour les droits civiques. Et puis, il a élargi sa lutte à d'autres causes, et notamment dans une période de contestation et de revendications multiples, dont celle contre la guerre au Vietnam. Et il a dit « Aujourd'hui, une des difficultés à parler vient du fait qu'il y a des gens qui cherchent à assimiler le désaccord à la déloyauté. C'est un jour sombre pour notre nation lorsque les plus hautes autorités cherchent à utiliser n'importe quel moyen pour réduire l'opposition au silence. Mais il se passe quelque chose et le peuple ne se laissera pas réduire au silence. Il faut dire la vérité et je dis que ceux qui cherchent à faire passer tous les opposants à la guerre du Vietnam pour des fous, des traîtres ou des ennemis de nos soldats sont des gens qui luttent
contre ce que notre tradition a de meilleur. Il existe un rapport évident et presque simpliste entre la guerre au Vietnam et la lutte que je mène avec d'autres en Amérique. Il y a quelques années, nous avons vécu un moment brillant dans cette lutte. Il semblait y avoir un réel espoir pour les pauvres, les blancs comme les noirs, grâce au programme contre la pauvreté. Puis, on a intensifié la guerre, et j'ai vu qu'on interrompait le programme, comme si c'était devenu quelques jouets politiques inutiles d'une société devenue folle de guerre. Ainsi, j'ai été de plus en plus obligée de considérer la guerre comme une ennemie des pauvres et de m'y opposer pour cette raison.